Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. Je dirais qu'un des aspects qui a fait que j'ai voulu devenir développeuse, c'est que c'est un monde infini de connaissances. Il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, qu'on peut proposer un peu des nouvelles idées. Et pour évoluer dans notre métier, le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute, de toujours avoir envie d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'un petit plus pour un développeur front-end, effectivement, serait un peu cette fibre artistique pour pouvoir être justement force de proposition. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série du Joboscope par Open Classrooms consacré au développement front-end. Je suis Marion Armango, je suis ravie de vous accompagner pour passer cette branche du développement informatique au microscope. Si vous avez déjà fait quelques recherches sur le sujet, vous distinguez sûrement le front-end du back-end. Pour démarrer, voici tout de même quelques précisions pour éclairer les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore la différence. Très schématiquement, les éléments front-end correspondent à ce que l'on voit à l'écran et les éléments avec lesquels on peut interagir. Une page web avec sa structure UX et UI design, son texte, ses images, vidéos, ses boutons et ses liens. Ces éléments sont le plus souvent constitués de HTML, CSS et JavaScript. Ils sont contrôlés par le navigateur web de l'utilisateur. Le back-end, lui, est en quelque sorte la partie immergée de l'iceberg. On peut le décomposer en 3 éléments essentiels, un serveur ou hébergement web, une application, un site internet ou une app, et une base de données. Le développeur back-end gère tous ces aspects cachés sans lesquels une page resterait coquille vide. Les langages de programmation appelés dynamiques sont en majorité le PHP, Python, Ruby, SQL et parfois Node.js, un dérivé de JavaScript. Cet épisode du Joboscope est donc consacré au front-end, mais vous l'aurez compris, nous vous invitons également à écouter celui sur le back-end. Fin de cette petite mise à jour et une question persiste, comment s'orienter ? Les développeurs front et back étant tous deux très recherchés, les offres n'aident pas tellement pour trancher. Le mieux, c'est encore de se renseigner sur le quotidien de développeurs front ou back, sur la philosophie de chacune de ces spécialités, et surtout, d'écouter parler des professionnels pour se faire un avis sur la question. Ça tombe bien puisque nous sommes en compagnie de Julie Berthaud, développeuse front freelance, Valentine Langer qui travaille chez Lifen et Benjamin Morna de chez Webnet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Valentine, tu es à distance par téléphone, tu es avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui. Alors, commençons par des présentations pour mieux comprendre votre métier. Toi, Benjamin, tu travailles chez Webnet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais et nous présenter cette entreprise ? Eh bien, je suis chez Webnet depuis maintenant 6 ans. C'est une ESN spécialisée dans les architectures web, mobile et cloud. On a plus de 20 ans d'expérience. On accompagne les clients dans leurs projets de transformation digitale. On a plein de comptes, de grands comptes, des petits comptes, qu'on accompagne soit en étant en régie, donc chez eux, ou alors au forfait. Et moi, j'ai fait un petit peu les deux. J'ai touché un petit peu les deux. Valentine, toi tu es chez Lifen, donc plutôt en start-up. Est-ce que tu peux nous présenter Lifen et nous parler aussi de ton poste ? Oui, bien sûr. Je suis chez Lifen depuis 3 ans. Lifen, c'est une start-up dans la santé. Plus précisément, ce qu'on fait, c'est de la communication médicale entre professionnels de santé. Et notamment, le problème qu'on identifie dans le secteur, c'est la difficulté entre les acteurs, donc les hôpitaux, les cliniques privées et les médecins de ville, à échanger. Il y a des vrais silos et on simplifie tout ça grâce à une application et une plateforme. Du coup, sur mon métier plus précisément, je suis lead tech front, donc je m'occupe notamment de la maintenabilité du code et des fonctionnalités qui vont toucher à toute notre application d'envoi de comptes rendus médicaux et d'échange d'emails entre médecins, ainsi que la partie patient. Ils peuvent également recevoir des comptes rendus médicaux. Et enfin, Julie, tu es freelance.
Freelance du bout du monde, si j'ai bien compris. Tu te balades pas mal, on va en discuter. Alors, sur quel type de mission tu travailles ? Exactement. Donc moi, je suis freelance front-end pour l'instant. Donc ça a l'avantage et l'inconvénient d'avoir un peu deux parties, c'est-à-dire que il y a la partie évidemment donc développeur front-end en mission, que ce soit chez le client ou en remote, mais il y a également toute une partie un peu commerciale de prospection pour trouver ces missions justement, vendre son profil au client et après enchaîner avec les missions, du coup la partie technique et front-end. Et donc, sur quel genre de mission tu travailles en particulier ? Ça peut être à la fois des missions pour des clients grands comptes qui ont besoin de renfort dans leurs applications ou tout aussi pour des petits clients, des petits restaurateurs par exemple qui voudraient créer leur site web. Vous devez avoir l'habitude tous d'expliquer votre profession au commun des mortels. Auriez-vous une définition du front-end ? Alors c'est marrant parce que justement moi j'ai une amie qui m'a demandé il y a pas longtemps qui est professeure des écoles donc elle n'y connaît rien du tout là-dedans et moi la manière que j'ai de lui expliquer souvent c'est de comparer par exemple à un magasin de vêtements et de lui expliquer que le front-end c'est un peu tout ce qui va être la mise en rayon, les affiches publicitaires qu'on va avoir sur la devanture etc. Et le back-end, inversement, ça va plutôt être le travail qu'il y a derrière, la gestion des stocks, faire les commandes, faire les comptes, tout ça, quoi. Benjamin, ça te parle comme définition ? J'aurais pas dit mieux. Quand on est déjà dans le métier d'informatique, quand on se présente, je fais de l'informatique, tout de suite, c'est est-ce que tu peux réparer mon imprimante ? C'est le premier réflexe qu'ils ont. Après, quand on leur dit, moi je m'occupe plutôt de sites internet, etc. Donc là, ça leur parle un peu plus, mais dès qu'il y a un souci sur une page, tout de suite ils sont là, attends, ça marche pas, tu peux m'aider. Et le problème c'est que le problème ne vient pas forcément que du front-end du coup, donc de la partie où nous on peut interagir, mais c'est aussi le serveur, donc la partie back, qui est souvent problématique. Et donc du coup, on peut pas toujours intervenir. Valentine, est-ce que tu aurais un exemple concret de projet pour définir justement le front-end ? Je peux parler du projet historique chez l'IFAN. Le front, ça va être l'application qu'utilisent les médecins et les secrétaires pour envoyer des documents médicaux, donc ce qu'ils voient, ce qui est installé sur l'ordinateur. Le front se différencie en 3 grandes parties, ce qui est web, ce qui est desktop et ce qui est mobile. Donc tout ça, qu'on parle d'une application mobile ou d'un site visible, etc., c'est du front. Et par contre, le back-end, ça va être la donnée que les gens vont voir sur le site. Donc, par exemple, dans la santé, le fait d'afficher le nom, prénom d'un patient, ça c'est stocké en base de données. Et il y a de la logique métier pour avoir la bonne date de naissance, avoir les bonnes informations. Et ça, c'est que des choses qui sont au back-end, aussi bien au niveau du stockage pur de la donnée que de sa mise à disposition sous un format adéquat à l'expérience de l'utilisateur. Alors, la grande question également de cet épisode, pourquoi le front-end plutôt que le back ? Julie ? Alors moi je dirais la grande différence je trouve c'est que le front-end il faut quand même avoir une sensibilité assez visuelle, c'est-à-dire que même si on n'est pas des designers, parce que être designer, UX designer, UI designer c'est un vrai métier à part, c'est pas le métier de front-end, ce qui est parfois un peu confondu chez les clients. C'est vrai qu'il faut quand même avoir un peu un certain sens de l'esthétique pour mettre en œuvre une page, synchroniser les différents éléments entre eux et avoir cette envie de créer un joli rendu pour le client final qui va voir directement le travail qu'on met en œuvre. Benjamin ? Pour ma part, le front-end, c'était surtout de voir ce que je faisais. C'était vraiment la première des choses quand j'ai commencé à 15 ans. C'est vraiment, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de coder, mais j'ai envie de voir ce que je fais. Et c'est vraiment le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Et j'ai fait, c'est ça que je veux faire parce que je vois ce que je fais, je vois le rendu. Avec le back-end, tu peux faire les plus belles choses du monde, le meilleur code, on verra pas ce que tu fais. Et c'est assez frustrant, donc je peux comprendre les gens qui font du back-end. T'as besoin de ta récompense, que ce soit visible. C'est même pas une question de récompense, c'est que pour moi, je me dis, j'ai réalisé quelque chose et je peux voir mon travail avancer en fait. Voilà. Valentine, tu es full stack et senior, tu es chez l'IFAN, tu t'es spécialisée en front chez l'IFAN. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, tu es c'est maintenant tech lead d'une squad. Est-ce que tu peux nous expliquer ta préférence pour le front ? J'ai fait une reconversion professionnelle il y a plus de 4 ans. Donc moi, à la base, j'avais un profil business. Et en fait, ce que j'ai aimé dans le front, c'était le fait qu'on était proche de l'expérience utilisateur, donc proche du product management et du product design, en effet. Et qu'il y avait cette question à la fois de quelle est la meilleure UX, UI. Donc, il y a des questions design où un front-end va aider et accompagner
pour prendre la solution la plus adaptée, mais aussi la plus simple. Et l'autre aspect qui me plaisait, c'est que pour avoir une bonne expérience utilisateur, en fait, il y a tout un pan du front-end qui est la performance, le fait d'avoir un flow qui s'affiche rapidement et que le dynamisme sur la page soit de qualité. Et ça, c'est tout un pan avec beaucoup de spécificité qui est très intéressant également, sachant qu'en plus, on intervient du coup à la fois sur du web, sur des applications desktop et du mobile avec beaucoup de logique système. C'est assez complet, on va dire. J'aimais beaucoup ça et en effet, je rejoins totalement les autres sur le fait que être proche de l'expérience utilisateur, c'est vraiment très agréable de comprendre et de voir ce qu'on fait, ça a un vrai impact au quotidien, quoi. Est-ce que ça convient mieux à un certain type de personne ? Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour être dev front-end ? Je pense que oui, va falloir avoir quand même un minimum de patience parce que c'est vrai que des fois, notamment pour tout ce qui est au niveau de la partie CSS, donc l'implémentation d'un design qui soit créé par nous-mêmes ou qu'il ait déjà été créé par un designer en amont, ça peut être vraiment frustrant d'implémenter quelque chose et que ça rentre totalement de manière différente à l'écran. Des fois, c'est ce qu'on appelle un peu le pixel perfect. Le client va être très exigeant et va vouloir que vraiment le bouton soit à tant pixels d'écart de l'autre bouton. Et en fait, la difficulté qu'il y a aussi notamment de plus en plus, c'est que les types de supports, que ce soit pour les applications web ou mobiles, sont vraiment de plus en plus différents. Par exemple, des téléphones, on va en avoir de taille très réduite et maintenant on a des téléphones, c'est un peu ce qu'on appelle les phablettes, c'est presque des tablettes et la taille entre deux téléphones, il faut que notre application soit ce qui s'appelle responsive et s'adapte à tout type d'écran. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à réfléchir, à mettre en place et beaucoup d'heures de tests et de patience. Benjamin ? Je rejoins totalement, encore une fois, et je pense en plus qu'on a un peu le même souci que les bacs là pour le coup, c'est que la patience aussi pour eux, c'est que si ça marche pas, eux, ça marche encore moins bien parce que ça pète leur code. Nous, on a une chance côté front-end, c'est que si on fait quelque chose, ce sera mal affiché, ce sera un rendu qui sera différent de ce qu'on pouvait espérer, mais au moins ça cassera pas notre code. Alors que eux, effectivement, s'ils font un truc qui est mauvais, un point-virgule qui est pas là, ça casse complètement le code et ils peuvent pas faire fonctionner leur application ou leur site. Back-end, il faut avoir des nerfs encore plus solides alors. Ouais, je pense qu'il y a des enjeux aussi un peu plus importants en termes de back-end. Comme tu disais, Benjamin, en front-end, au pire, le bouton qu'on voulait afficher rose, il s'affiche bleu et c'est pas la mort. On retravaille le code et ça va. Un back-end, si en plus il travaille avec des données de prod directement, à tout moment, il peut faire un delete de la base de données et supprimer toutes les données clients qui parfois, si il n'y a pas des sauvegardes implémentées, c'est des données qui sont perdues et ça peut engendrer des gros problèmes. La catastrophe. Exactement. Valentine ? En effet, en premier lieu, quand l'application est petite, le front va générer moins de problèmes graves, enfin moins de bugs graves sur la production. Je nuancerai un tout petit peu pour dire que quand une application grandit et scale, le simple fait d'avoir des problèmes de cache, donc c'est du front infra, ou d'avoir une install d'une certaine manière d'une application, va faire que l'application sera tout d'un coup plus disponible, ou la mise à jour se fera pas bien, ou l'utilisateur n'aura pas la dernière version. Enfin, il y a pas mal de questions quand même quand on grandit, quand on fait grossir une application front, où tout d'un coup ça peut vraiment casser et c'est une vraie responsabilité. Je pense que c'est vraiment un duo, le front-end et le back-end, où chacun a sa part. Le front va être plus proche des utilisateurs, va plus prendre les choses en frontal puisqu'il va avoir les problèmes qui sont remontés directement puisque c'est ce qui se voit. Mais il va travailler avec le back-end pour avoir le bon modèle de données, pour avoir la bonne information au bon moment. On parle de state d'application. Et c'est vraiment des spécialités différentes et les deux sont cruciales dans une équipe de développeurs. Avec la patience, j'ajouterais peut-être la rigueur. Du coup, c'est vrai, et c'était hyper bien souligné avec cette question de design. Mais la rigueur de l'UI et de l'UX pour offrir la meilleure expérience utilisateur, elle est réelle. Et peut-être que ça, c'est une des qualités à avoir. Ensuite, je pense qu'il faut aussi avoir un bon esprit d'ouverture et une vision assez 360 puisque on est en contact direct avec l'utilisateur, avec le product design, avec le product management, avec le product marketing.
Donc tout ce qui est aussi comment va être déployée une nouvelle fonctionnalité ou application. Il y a un peu un rôle d'intermédiation, ou en tout cas d'ouverture d'esprit et de compréhension des enjeux qui est très fort en front-end, qui est assez intéressant. Vous voyez autre chose à ajouter, Julie, Benjamin ? Je pense qu'un petit plus pour un développeur front-end, effectivement, serait un peu cette fibre artistique pour pouvoir être justement force de proposition en termes de design, ou même sans parler vraiment de design pur, d'aménagement, on va dire, de l'interface de l'application, et ne pas hésiter, si en tant que développeur on sent que pour l'expérience client ça pourrait être plus intéressant que ce bouton soit ici ou que cet onglet soit accessible en moins de clics, de ne pas hésiter à en faire part après au project manager. Alors on vient de définir ce qu'est le front-end, passons maintenant à la technique. Qu'est-ce qui existe comme techno front et quels sont les technos que vous utilisez, Benjamin ? Alors, il y en a de plus en plus maintenant. Le front-end, justement, prend beaucoup plus de place dans la technologie actuelle et dans l'univers informatique, notamment les frameworks JavaScript qui sont de plus en plus en vogue. J'ai commencé, moi, personnellement, sur Backbone.js, qui était donc un ancien framework qui est toujours d'actualité mais un peu moins connu, et du coup maintenant je suis passé sur du Angular où je me suis un petit peu plus expérimenté dessus, et j'ai dernièrement fait un petit peu de React aussi, donc j'ai pu un petit peu comparer tout ça. Donc moi, comme Benjamin vient de mentionner, je travaille moi sur React.js, donc qui est un framework de JavaScript. Ça c'est pour la partie web, et je travaille également avec React Native qui va être un peu le pendant pour les applications mobiles, toujours avec JavaScript. Et Valentine ? Oui, en effet, JavaScript, et du coup je conseillerais également de regarder assez rapidement TypeScript pour les gens qui veulent se former, puisque ça permet de typer son JavaScript. Et ensuite, il y a plusieurs frameworks basés sur du JavaScript en front-end moderne. Nous, chez Lifen, on travaille essentiellement en React, et du coup React Native pour la partie mobile. Pour du desktop, la préférence, c'est Electron. Il en existe d'autres, mais c'est le plus gros aujourd'hui. Disons que tous ces nouveaux frameworks un peu amènent le JavaScript moderne, et du coup, on fait grandir un peu le rôle de développeur front à quelque chose de plus que ce qu'on a pu appeler ou ce que vous pouvez entendre comme intégrateur web, puisque les applications front-end ont désormais un vrai state, donc une forme de base de données éphémère, on va dire, pour suivre le flow de l'utilisateur et offrir plus de rapidité et de dynamisme dans les pages web modernes. Benjamin, tu avais une précision à apporter ? Pour Valentine, quand elle parle de typage, c'est effectivement en JavaScript, en fait, on définit des variables, et en JavaScript pur, il n'y a pas besoin de typer sa variable, c'est-à-dire de lui dire tu seras de type nombre, tu seras de type chaîne de caractères, de tableau. Et en fait, avec le TypeScript, ça permet d'ajouter ça. De base, le Java et d'autres langages back-end déjà ont le typage qui est mis en place. Avec JavaScript, c'est très très libre, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément fans, surtout venant du back-end, parce que c'est beaucoup trop libre. C'est-à-dire que les données, elles peuvent arriver, et en fait on peut dire n'importe quoi au JavaScript. Et avec le TypeScript, ça permet d'apporter justement ce petit contrôle-là, et au niveau d'une application, ça nous permet justement d'apporter un contrôle aussi bien au niveau du front qu'au niveau du back. Alors, tout à l'heure, vous nous avez donné des exemples concrets de projets. Ça m'a donné envie de comprendre vraiment le périmètre d'un développeur front-end, de savoir ce que vous faites tous les jours, concrètement. Est-ce que vous pouvez me raconter quelles sont vos grandes missions ? Benjamin, toi, tu bosses pour des clients. À quoi ressemble ton quotidien ? Tu es sur plusieurs projets à la fois ? Pour ma part, j'ai la chance, du coup, de faire du forfait et de la régie. Donc, en ce moment, je suis en régie, donc chez le client. Donc là, je bosse que sur 1 ou 2 projets, mais en rapport avec un seul sujet. Donc là, pour l'instant, c'est chez Oui SNCF. Et au forfait, en fait, je peux vraiment travailler avec plusieurs clients. Donc, c'est-à-dire, un petit peu comme en freelance, c'est passer une matinée à parler avec un client et l'après-midi avec complètement un autre client qui n'a rien à voir, même pas forcément sur la même techno. Voilà, donc faire soit de l'intégration le matin, ou alors faire du front-end, donc développer sur Angular l'après-midi. Donc au forfait, c'est vraiment plus de liberté, un peu effectivement comme quand on est freelance, c'est-à-dire on est un peu libre dans ce qu'on fait, sauf que effectivement, c'est pas nous qui allons chercher les missions. Quand on est dans une
SS2I, ce qui nous permet du coup que les clients viennent à nous et pas d'aller les chercher. Toi, Julie, tu es justement en freelance. Donc, à quoi ressemble ton quotidien? Et du coup, il y a la partie démarchage de clientèle. Exactement. Donc le freelance, c'est vrai que ça va vraiment se découper entre guillemets en deux phases. On va d'abord avoir la phase du coup de démarchage, on appelle ça du démarchage, mais de prospection plutôt de clients. Donc ça peut se faire soit de la prospection directe par des outils comme LinkedIn par exemple, ou pour directement répondre à des offres qui pourraient être postées sur différents sites. Et il y a également maintenant de plus en plus de plateformes dédiées aux freelances où le principe, ça va être que les freelances mettent à jour leur profil, un peu leur CV virtuel sur ces plateformes. Et c'est les entreprises qui vont directement venir chercher dans cette gigantesque base de données de freelance les caractéristiques qu'ils recherchent et du coup contacter directement les freelances par ces plateformes-là. Ça prend combien de temps à peu près dans ton quotidien? En fait, ça va être vraiment par phase, c'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir 3-4 jours, une semaine, parfois dans ce contexte en plus de pandémie où c'est un peu plus compliqué de trouver des missions, ça peut prendre même des mois parfois de prospection. Et après, généralement, une fois qu'on trouve une mission, ces missions-là, ça peut être aussi très variable en termes de durée. Ça peut être des missions qui vont aller de quelques jours, 2-3 jours, à des missions de 6 mois, 1 an, peut-être plus. C'est vrai que c'est quand même souvent dans les débuts de freelance qu'il y a le plus de prospection parce qu'après, on acquiert un peu un portefeuille de clients qui vont avoir confiance, si le travail a bien été effectué, avoir confiance avec le freelance et va avoir tendance à le recontacter pour des projets futurs ou pour continuer des projets déjà commencés ensemble. Et au-delà de la prospection, alors à quoi ressemble ton quotidien? Donc après, le quotidien, c'est vrai que ça va encore une fois vraiment dépendre de la mission parce que ça peut être des missions au sein d'une équipe déjà constituée, donc comme si on était en fait chez un client en CDI, où dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup d'interactions avec les autres membres de l'équipe, à la fois front-end mais aussi des équipes back-end, ou ça peut être aussi pour des missions beaucoup plus de petite envergure. J'ai par exemple là récemment fait une mission de développement d'applications mobiles pour le groupe Geberit et donc là j'étais l'unique développeuse front-end un peu en duo avec un développeur back-end où là du coup c'est vrai que les échanges étaient beaucoup plus informels. C'était quand j'avais besoin d'une information, j'appelais le développeur back-end, il me rappelait. C'était vraiment un échange, un travail en duo. Valentine, toi tu gères une squad, une équipe en tant que tech lead. Tu nous racontes ? C'est vrai qu'il y a plusieurs types de missions différentes. Je dirais que quand on commence en développement, au début, on est sur une ou plusieurs fonctionnalités. Une fonctionnalité, par exemple, pour donner un exemple, c'est aujourd'hui, je peux envoyer un document via l'iPhone et demain, je veux pouvoir aussi transférer cet envoi que j'ai déjà fait à un professionnel de santé. Donc la nouvelle fonctionnalité, ce serait de pouvoir transférer. Ça, c'est un exemple de fonctionnalité petite. Ensuite, on va prendre des fonctionnalités ou des projets de plus en plus gros. Un projet de taille moyenne, c'est on va développer une nouvelle application pour gérer tous ces contacts favoris de médecins, pouvoir avoir une meilleure sélection de médecins, etc. C'est des projets qui vont prendre un peu plus de temps. Et enfin, on a des projets qui sont plus gros, qui sont des migrations techniques majeures. Donc, on passe d'une techno à une autre. Par exemple, on passe de Node WebKit à Electron. On se lance dans le mobile, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est des projets qui vont prendre plusieurs mois. Et après, petit à petit, on accompagne de plus en plus les autres développeurs et on est sur de plus en plus de projets. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a une notion un peu de formation, de partage de connaissances, donc en faisant des pair prog. Pair prog, qu'est-ce que c'est? Du coup, en ce moment, on s'appelle, mais on va coder ensemble pendant X temps en call ou en live, en partageant ce qu'on appelle un IDE, donc l'outil que les développeurs utilisent pour coder. Et on va aussi essayer d'accompagner sur les modélisations techniques. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette phase un peu aussi de prospection dans chaque projet, dans le sens où on va pas se lancer tout de suite dans le code. On va essayer de modéliser, de penser un peu ce qu'il faut qu'il soit fait, ce qu'on appelle les edge cases, donc les cas problématiques. Et souvent, quand on commence à être plus senior, on accompagne les gens sur ces questions-là, les autres développeurs. Notamment s'il y a des questions avec les équipes back-end ou avec l'infra ou avec d'autres équipes, on identifie les bonnes personnes et aussi on identifie les cas avec eux et on propose des idées. Et enfin, il y a un peu une dimension aussi là-dedans qui est
d'aller chercher les nouvelles technos, d'aller présenter un peu des nouvelles idées, de former sur des patterns techniques d'architecture et je dirais d'aligner, d'accompagner les acteurs sur les projets, donc des acteurs autres que le développement, de gérer ces moments-là et d'enlever la charge dans une certaine dimension des choses les moins agréables à faire pour un développeur. Donc, débloquer en prenant les développements qui sont peut-être moins intéressants ou moins clés ou quand il y a une surcharge de travail. Donc, du coup, c'est un peu ça le rôle on va dire, de senior et ensuite de lead, ensuite de manager. J'allais y venir justement, ce qui vous plaît le plus dans votre métier. Là, avec toi, Valentine, on sent que le travail d'équipe, la formation, la transmission et puis la partie défi aussi à relever semblent être vraiment les points forts qui t'animent dans ton quotidien de développeuse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu verrais à mettre en avant pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie d'exercer votre métier ? Oui, je dirais qu'un des aspects qui a fait que j'ai voulu devenir développeuse, c'est que c'est un monde infini de connaissances. Donc même pour soi, c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, qu'on peut proposer un peu des nouvelles idées. En front-end, il y a pas mal de trucs qui bougent, server-side rendering, donc ça veut dire on va avoir un site où on load, c'est un peu un nouveau pattern pour être mieux ranké dans les recherches Google et avoir plus de contenu directement rendu sur la page. Bref, il y a plein de choses nouvelles hyper intéressantes. On peut s'intéresser aussi à ce qui est un autre truc que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle le real time. Donc, je parle de choses un peu techniques, mais c'est un système de WebSocket. On ne se base pas sur du HTTP, mais c'est de l'échange bidirectionnel de données entre le back-end et le front-end. Il y a un peu une dimension d'infinité de choses à découvrir qui est passionnante. Donc ça, c'est un métier, on s'ennuiera jamais où qu'on soit. C'est un peu quelque chose de rassurant aussi. Parce que ça veut dire, quel que soit le contexte, il y a toujours cette chose-là à laquelle on peut se raccrocher, qui est plein de choses à apprendre, à découvrir, à tester et à bidouiller avec. Donc ça, c'est assez cool. Je dirais qu'un des autres aspects qui est assez agréable dans le métier de développeur, c'est t'as un cycle de satisfaction assez court parce que tu codes et tu vois si ça marche ou ça marche pas. Grosso modo, ça passe au vert ou c'est rouge, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est assez grisant parce que on a la réponse et on l'a assez vite. Il y a cette sensation de satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Ça, je pense, c'est une dimension forte du métier. C'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est quelque chose que les gens aiment. En développement, c'est incroyable comme c'est présent, on va dire. J'ai beaucoup insisté, en effet, sur la notion de transmission, de partage, etc. Parce que le développement est un monde où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour bien travailler en équipe, travailler de manière humble avec une communauté qui est pas mal dans l'honnêteté intellectuelle quand même. Et ça, c'est assez agréable comme univers puisque, par exemple, des interfaces comme GitHub, etc., avec la review de code, apportent en fait un système de facto qui est ouvert, visible, transparent et où l'échange est fluide, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres métiers. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que j'aime le métier de la tech, mais ça, c'est les points principaux, je dirais. Ça se sent. Benjamin, tu as l'air de rejoindre... J'acquiesce totalement parce que, effectivement, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le partage, c'est le plus important dans notre métier. On ne peut pas réussir tout seul. Pour faire un lien du coup avec Open Classroom, c'est que j'ai débuté avec le site du zéro. Donc pour moi, c'est vraiment la boucle est bouclée. C'est normal d'apprendre quelque chose et de repartager derrière. C'est quelque chose de super important. Et pour évoluer dans notre métier, le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute, de toujours avoir envie d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Parce que si on stagne, si on n'arrive pas à évoluer, malheureusement, vu que la technologie avance tellement vite, elle avance plus vite que nous, il faut toujours être à la page, toujours avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'être curieux. Il n'y a que dans le partage et dans l'apprentissage de nouvelles connaissances qu'on réussit à avancer et à progresser. Totalement. Je pense que dans ces métiers de la tech en ce moment, tout avance tellement vite que finalement, quelle que soit l'école qu'on ait faite, finalement maintenant les connaissances qu'on a apprises sont tellement rapidement dépassées que si on n'est pas constamment dans l'évolution et la recherche, comme le disait Valentine, de nouvelles technologies qui vont sortir et apprendre en permanence, c'est vrai qu'on est très rapidement dépassé et on va rester bloqué sur des technologies qui finalement aujourd'hui maintenant ne seront
plus utilisée car beaucoup moins performante. Et c'est ça aussi qui te plaît le plus, toi, Julie? Alors moi, c'est vrai que c'est une partie qui me plaît, ce renouvellement constant, c'est-à-dire que on n'a pas l'impression qu'on va passer les 30 prochaines années de notre vie à faire constamment la même chose. Et c'est vrai que dans mon cas particulier, un autre aspect très important, je trouve, de ce métier-là et d'autres métiers de la tech, c'est l'indépendance finalement. Enfin, une fois qu'on a son ordinateur et un bon wifi, on peut travailler d'où on veut. Donc c'est vrai que moi, j'essaie d'utiliser cet aspect au maximum en profitant pour sortir de la grisaille parisienne. Tu voyages beaucoup, du coup, tu travailles énormément à distance. Exactement. Surtout, j'ai l'impression que ces temps-ci, les entreprises s'ouvrent de plus en plus au télétravail. Ils se rendent compte, en fait, notamment, finalement, c'est un des points positifs de cette pandémie, que le télétravail, c'est pas juste être sur son canapé et répondre à un mail toutes les 3 heures. Si on est intéressé par ce qu'on fait, qu'on travaille d'un bureau ou de chez soi, on est tout aussi performant, voire plus performant, car on a beaucoup moins d'interactions, on est beaucoup moins coupé. Et c'est vrai que cette démocratisation du remote permet vraiment de pouvoir voyager et de partager cette passion, de découvrir des nouveaux endroits, tout en continuant à travailler et évidemment gagner de l'argent pour pouvoir se permettre de voyager comme ça. Tu nous fais un petit peu rêver, les dernières destinations, les prochaines, après on ferme la parenthèse. Alors effectivement, moi cette année, avec la pandémie, ça s'est entre guillemets restreint à l'Europe, mais j'ai eu la chance du coup de pouvoir voyager à la fois en Espagne, à Barcelone, ainsi qu'en Grèce, Athènes, les îles grecques, la Crète. C'est vrai que c'est sympa de passer l'hiver au soleil. Je comprends que ce soit finalement aussi un des aspects qui te plaît le plus dans ta profession. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment une explosion des espaces de coworking qui permet vraiment de faciliter cet aspect de travailler à distance. Avant, c'est vrai que, par exemple, je pense qu'il y a quelques années, travailler à Bali avec les conditions internet qui sont là-bas, sans les espaces de coworking, ça aurait été vraiment impossible. Alors, on vient de parler de ce qui vous plaît. Est-ce qu'il y a des aspects un peu plus négatifs à avoir à l'esprit quand on choisit le front-end? Valentine? Je dirais que il faut avoir un rôle d'écoute et de prise en compte, etc., de vulgarisation par rapport au product design, au product management, sur les fonctionnalités et l'UX UI associé. Et du coup, en effet, cette notion de patience peut aussi être un désavantage dans certains moments, un inconvénient. Je pense aussi que pour n'importe quel métier technique, il faut vraiment être très persévérant si on choisit cette voie, parce que il faut beaucoup se former, beaucoup lire, toujours continuer à accepter d'apprendre, et ça demande de l'humilité. Il y aura toujours des gens qui seront plus seniors, donc c'est pas comme si on pouvait atteindre un point rapidement de connaissance complète, quel que soit son nombre d'années d'expérience. Et donc ça demande du dynamisme, etc., qui peut être fatigant par moment, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts. Un aspect qui est donc d'un côté quelque chose qui te plaît, l'apprentissage en continu, et qui peut parfois être aussi pesant de jamais acquérir pleine connaissance de votre domaine qui évolue en permanence. Oui, c'est ça. C'est que je dirais que les plus grandes qualités peuvent par moment ne pas être des qualités, quoi. Il y a des moments où ça devient des inconvénients, mais c'est temporaire. Benjamin, toi tu vois d'autres choses qui seraient à souligner dans les aspects négatifs de votre profession? Je rejoins déjà premièrement Valentine, parce qu'effectivement c'est vrai qu'il faut être très persévérant, et ça rejoint un petit peu le back-end, c'est-à-dire que quand il y a pour le front, notamment avec les frameworks du code qui ne marche pas, là c'est un peu pareil comme le back, c'est-à-dire que si on bute dessus et qu'on ne trouve pas la solution, ça peut être très 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 énervant. Très énervant, mais comme j'avais écouté le podcast sur le back-end, effectivement... Qu'on vous invite à écouter également. Exactement, qui est très intéressant également, mais celui-là est mieux. Eh bien, en tout cas, c'est que à la fin, dès qu'on a trouvé le problème, en tout cas la solution au problème, c'est une libération assez jouissive, et ça fait vraiment plaisir. C'est génial, parce que je vous demande des inconvénients, et en fait, de chaque inconvénient, vous tirez quand même un avantage. Julie, à ton tour de nous trouver une pirouette. C'est vrai que je suis assez d'accord que un des avantages du front-end, c'est cette évolution constante, et du coup, l'inconvénient qui en découle, c'est qu'on ne peut pas en fait rester sur ses acquis et se poser comme ça sur les bases qu'on a et y rester, parce qu'on va être très rapidement dépassé. Donc c'est vrai que pour le front-end, je pense que c'est
la difficulté majeure. Après, moi, si je pouvais parler vraiment de mon expérience freelance, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu rêver comme ça, mais il y a aussi, entre guillemets, des inconvénients, ou en tout cas, des faces un peu cachées qu'il faut savoir. C'est-à-dire que quand on est freelance, on est micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Et donc, ça inclut forcément tout un côté administratif. Donc, dans un premier temps, évidemment, de création d'entreprise, mais aussi après, de gestion des taxes, de gestion des impôts et de gestion de créer ses contrats avec les clients, avec des missions qui ne se passent pas forcément toujours bien, de réclamer des paiements. C'est vrai que c'est des facettes qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est dans un CDI classique où on a la paie qui arrive à la fin du mois. Généralement, avec les clients, les payes, c'est sous 2 mois, parfois beaucoup plus longtemps, parfois il faut relancer. Il y a tout un travail vraiment gigantesque entre la prospection et tout l'administratif en dehors de la partie technique. Les joies de l'indépendance, c'est bien de le souligner et de le rappeler, ça concerne chaque domaine, mais ça vaut aussi pour celui-ci. Parlons maintenant des débouchés, être passionné par le front, on l'a vu, c'est votre cas à tous les trois, c'est super, mais trouver du travail, c'est encore mieux. Est-ce que les compétences en front sont tout aussi demandées que celles en bac? Benjamin? Je pense qu'on peut dire que oui. Les clients en général, ce qu'ils recherchent, c'est quelqu'un qui sait tout faire. On va pas se mentir, quelqu'un qui n'est pas cher, qui est très rapide, exactement, et qui sait tout faire. Et qui sait tout faire très bien. Ça, c'est très important pour le client. Le problème, c'est que c'est pas forcément comme ça dans la réalité. Le plus important, je pense, pour mon point de vue, c'est d'être déjà bon dans quelque chose que l'on sait faire, que l'on maîtrise. Être full stack, c'est très compliqué. Être un très bon full stack, c'est voire de l'impossible. Il faut être un surhomme ou une surfemme, je ne sais pas, mais pour réussir dans les deux. Se spécialiser dans une techno, je pense que c'est le plus important parce que ça va te permettre déjà de progresser toi dans ton domaine et de te spécialiser au vu du client et donc de pouvoir plus facilement, je pense, prétendre à une offre d'emploi qui correspondra un petit peu à vraiment tes qualités. Valentine, t'es d'accord ? Oui, je dirais que pour démarrer, en effet, il faut commencer quelque part et vaut mieux être un peu focus pendant un temps. Après, je pense que c'est intéressant assez vite d'acquérir un peu d'expérience ou de connaissances par exemple en bac ou en infra ou sur d'autres sujets pour enrichir sa compréhension technique. Mais c'est vrai que de toute façon, il y aura quand même une troisième phase où il faut un peu faire ses choix en termes d'expertise technique parce que on peut pas tout faire en fait. Et notamment, par exemple, dans une start-up qui grossit, on le voit dans le sens où on a de plus en plus besoin d'experts techniques et on recrute des gens aujourd'hui qui ont 8 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience dans un domaine précis, donc soit le front, soit le back, etc. et qui savent en fait comment faire grandir cette partie de la tech, on va dire. Après, je dirais que sur le marché du travail en tant que tel, oui, je pense que c'est à peu près équivalent en termes de demande. C'est vrai que beaucoup de gens demandent du full stack ou en tout cas d'avoir des notions dans celui qui est un peu moins fort. Et peut-être que pour être complètement honnête, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus souvent demandé d'avoir une composante forte back-end que front. Mais honnêtement, c'est une intuition. Et je sais que quelqu'un qui est excellent en front, il trouvera du travail sans problème. Est-ce que le front s'adapte plus à certains types d'entreprises et est-ce que ça concerne Paris tout autant que la province, Valentine ? N'importe quelle entreprise tech aura du front-end. Donc, dans tous les cas, il sera plus ou moins développé. Donc, c'est-à-dire, on aura plus ou moins cette notion d'intégrateur web très axé UX, UI, etc., qui a pu être décrié parce que ça donnait moins de sens au métier. Mais aujourd'hui, avec les technos modernes, de toute façon, c'est en train de changer. Où l'aspect plus performance, maintenabilité de l'application, la faire grandir, etc., mise à disposition sur différents outils. Donc, il y a toujours ces deux composantes-là et il y en a besoin dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Après, j'ai l'impression qu'à Paris, il y a toujours plus d'offres d'emploi, pour être honnête. Mais je pense que y a besoin de front-end ailleurs en France aussi, que c'est facilement trouvable en province aussi. Disons qu'en tant que développeur, on a une chance aujourd'hui sur le marché qui est que il y a beaucoup de demandes et l'offre. Donc nous, nos profils, il n'y en a pas beaucoup.
Donc, on trouvera partout, quoi. Julie, tu m'expliquais, pardon, on va aller un peu sur le terrain personnel, mais avant cette interview, que ton compagnon avec qui tu voyages, du coup, aux quatre coins du monde, on l'a bien compris, était également développeur, mais lui est back-end. Du coup, tu vas pouvoir nous dire, quand on est en freelance, qui est-ce qui a le plus de missions entre vous deux, back-end ou front-end quand on est en freelance? Alors pour le coup, effectivement, nous on a un peu les deux facettes. La comparaison est pas évidente car lui, en tant que back-end, il travaille essentiellement avec une seule entreprise depuis presque 1 an maintenant. Donc c'est vrai qu'il a moins cet aspect recherche de mission parce que il a su trouver une entreprise qui travaille sur un gros projet qui a constamment des besoins. Ça va être, je pense, la différence au niveau de la recherche selon la taille d'entreprise pour laquelle on va se tourner. C'est vrai que, comme le disait Benjamin, des petites startups auront peut-être plus tendance à vouloir directement un développeur full stack qui va pouvoir prendre en charge à la fois le côté back-end et front-end. Évidemment, pour des raisons économiques, payer une seule personne, c'est toujours plus simple que 2. Quant à des entreprises qui vont être avec des infrastructures plus importantes, on va vraiment avoir cette différenciation équipe front-end, équipe back-end, dans laquelle, du coup, ils vont rechercher des profils vraiment experts dans ces technologies. Alors, les salaires, j'allais y venir. Développeur front-end junior, combien est-ce que c'est payé? Quelle différence y a-t-il entre Paris et la province? Et le freelance aussi, parlons des tarifs en freelance évidemment. Et comment est-ce que les salaires évoluent, Benjamin? On va pas se mentir, hein, c'est des très bons salaires pour ce qu'on fait. On veut du chiffre. On veut du chiffre. Moi, du coup, je suis plutôt senior, j'ai 10 ans d'expérience, j'ai fait 2 ans d'alternance. Ensuite, j'ai été tout de suite en SS2I, du coup jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé assez bas sur le marché, je devais être à 25K par rapport au marché, hein, encore une fois. Aucune prétention là-dessus. Et ensuite, en changeant d'entreprise, j'ai quand même pas mal évolué. Je suis passé, je crois, à 35K. Et ensuite, là, maintenant, depuis 6 ans, je monte tranquillement. Toi, Valentine, tu travailles dans une start-up parisienne en très forte croissance. Du coup, les grilles de salaire, elles sont forcément différentes d'une ESN. On peut espérer gagner combien au départ? Et le salaire, il évolue comment et au bout de combien de temps? Et dernière question, quand on est reconverti, on peut prétendre à quel salaire aussi? Oui, du coup, je me suis un peu renseignée. Disons qu'à Paris, on peut dire qu'un salaire pour un junior développeur aujourd'hui, entre 36 et 45. Du coup, la grille de l'IFEN, c'est 38-45 pour Junior Software Engineer. C'est bien. Ensuite, il y a encore 1 ou 2 niveaux, en général, qui sont sur un tronc commun. C'est le niveau intermédiaire et ensuite senior. Donc, pour le niveau intermédiaire, on est entre 45 et 50, 52 max. Et pour le niveau de senior, on passe entre 52 et 75, 80. Et ensuite, souvent, les grilles dans les carrières professionnelles de développeurs se différencient en 2 chemins principaux. Et un des chemins, c'est de devenir vraiment expert technique. Et du coup, c'est des rôles qu'on va appeler principal ou architecte. Donc, il n'y a pas de responsabilité de management d'équipe. C'est un rôle de leadership. Donc, on va être dans inspirer, l'influence et vraiment accompagner en termes de mentorat purement technique les gens. On peut prétendre à des salaires du coup qui dépassent 65 à partir de principal et qui montent jusqu'à 115, 120. Donc, c'est des gens très très seniors qui ont ces salaires-là. Et du côté management, on a souvent des tracks où on peut appeler ça du coup team lead et ensuite on va appeler ça engineering manager. Souvent vous verrez ça dans les postes. Et à la fin head of ou VP et ce genre de choses. Et là, du coup, on est sur les mêmes salaires que sur l'autre track. Donc, il faut savoir que c'est vraiment une question d'appétence personnelle ensuite, les 2 voies. Et du coup, les ranges, c'est de 65 à 80, de 80 à 100 et un peu au-dessus de 100. Les chiffres que tu annonces, c'est la même chose pour Paris et la province? Alors, chez l'IFEN, on a choisi d'avoir une égalité salariale entre la province et Paris et de ne pas faire de distinguo en termes de niveau de vie. C'est un choix personnel de choisir le full remote, puisque ça a aussi des désavantages en termes d'interaction d'équipe. Mais je pense que c'est pas forcément le cas de la majorité des entreprises et que les salaires que je donne, donc 38-45 pour un junior, donc sachez que si vous arrivez à décrocher un poste à 40-42, c'est très très bien quand vous êtes junior. C'est à Paris. Alors, passons désormais au tarif freelance avec toi, Julie. Est-ce que déjà, c'est un métier qui est courant à exercer en freelance? Et quels sont les tarifs au démarrage et par la suite?
Alors oui, déjà, je pense que c'est un métier, et tous les métiers de la tech en général sont des métiers assez courants en freelance, de par l'indépendance et de par le vaste choix de missions. Maintenant, c'est vrai que l'informatique, que ce soit les applications web ou mobiles, tout le monde en a besoin. Toutes les entreprises, n'importe quelle entreprise maintenant a envie d'avoir sa petite application mobile pour ses clients. Donc c'est vrai que c'est très répandu et dans le domaine du freelance aussi. En termes de tarifs, la différence par rapport à des CDI classiques, c'est que on parle pas en fait avec des salaires annuels, on parle sur des taux journaliers, voilà, des TJM. Donc c'est vrai que ces TJM paraissent hauts généralement. Par exemple, pour de ce que je vois sur les plateformes, développeurs juniors, ça va être des tarifs qui vont commencer à 400-450 € par jour. Donc c'est vrai que si on ramène ça à l'année, tout de suite c'est des salaires à 96 000 € par an, ce qui paraît exorbitant. Mais c'est sans compter tous les jours de prospection qui ne sont pas payés. On enlève les jours de prospection parce que un freelance, en tout cas junior, travaille rarement l'année complète à temps plein, ou alors il est tombé sur un client pépite. Et c'est également, sans compter les taxes, il y a 22% de taxes à payer en freelance, exactement d'URSSAF. Donc effectivement, c'est tout ça à prendre en compte qui diminue après. Et pour ce qui est un développeur plus senior, c'est vrai que là encore les tarifs sont ça fluctue énormément. Déjà entre le web et le mobile, comme il y a beaucoup moins d'offres, j'entends de freelance développeurs mobiles que web, les tarifs sont beaucoup plus hauts. J'ai vu des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 1000 voire dépasser 1000 € par jour, qui font du coup des très beaux salaires. Oui, j'imagine 1000 € par jour, c'est pas mal. C'est quoi les évolutions de carrière possibles dans le front ? Est-ce qu'on peut devenir UX, UI designer, chef de projet web par exemple ? Valentine ? Oui, c'est intéressant comme question. Je pense qu'aujourd'hui, la numérisation du monde est que à ses débuts. Donc beaucoup de métiers qui n'existaient pas avant ou qui n'étaient pas techniques avant sont en passe de le devenir, ou en tout cas cette composante-là est en train de grandir. Donc, de toute façon, avoir une formation en développement web est quelque chose, à mon avis, d'assez intelligent aujourd'hui pour mener une carrière professionnelle. Plus précisément, ça arrive très régulièrement que les gens passent de développeur à product manager, par exemple, technique. Du coup, ça peut être des product managers, ce qu'on appelle côté plateforme. Et ça peut aussi arriver que un développeur spécialisé en front, à un moment, choisisse de passer en back-end, surtout si, par exemple, dans l'entreprise, le back-end est en Node. Du coup, on l'a un peu évoqué au tout début du podcast, mais du coup, c'est le framework back-end sur du JavaScript. Donc, un développeur front qui a fait que du JavaScript, il va très facilement passer sur du back-end Node. Ça arrive aussi régulièrement que des développeurs front aient envie de devenir QA ou Test Automation Engineer. C'est vraiment s'occuper de la partie automatisation des tests pour pouvoir déployer de manière sereine. Donc, la qualité, en fait, du code, une dimension assez importante. Ça peut aussi arriver que des développeurs deviennent product designers ou que des product designers deviennent développeurs. On a récemment recruté un ancien product designer qui est du coup aujourd'hui très senior et qui est développeur front depuis 8 ans. Le fait qu'il ait été product designer avant, je pense qu'il pourra témoigner que ça lui apporte beaucoup. Donc, c'est des passerelles assez classiques en fonction de ses affinités et appétences et de ce qu'on a envie de développer en fait dans sa vie, de ce qu'on a envie d'apprendre. Ensuite, dans des très grosses boîtes, on peut avoir des développeurs advocates. Donc, c'est des gens qui vont beaucoup aller faire des talks en externe, parler, monter un peu la communauté et aussi s'occuper d'avoir un aspect, en gros, de open source de son code. Donc, il soit très exposé, que les gens puissent facilement intervenir dessus, etc. On peut aussi avoir des rôles plus de copywriter engineer. Donc, c'est vraiment tout ce qui est documentation du code, des API, ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment une multitude de métiers qui existent et je pense qu'il y en a encore plein qui se créent. Donc, les passerelles sont très présentes, très ouvertes, totalement faisables. Effectivement, il y a plein, en fait, à l'intérieur du développement, en fait, plein de petites branches qui viennent se greffer et qui sont dans des moyennes, grosses entreprises importantes de se spécialiser parce qu'encore une fois, on peut pas tout connaître. Le partage est très important et donc, du coup, en fait, chacun a son rôle pour faire évoluer le code et l'amener vers l'excellence en fait. Du coup, pour compléter un petit peu la réponse de Valentine, il y a aussi effectivement l'évolution d'aller vers du chef de projet, effectivement, vraiment du lead et de débrancher finalement du code
c'est-à-dire de plus en faire, donc c'est-à-dire faire des réunions, etc. Mais c'est ce qu'on disait au début, c'était un petit peu la logique des choses. C'est-à-dire quand on se lançait dans le développement, c'est que en gros, après X années d'expérience, tu finissais par devenir chef de projet parce que du coup, t'apportais l'expérience à ton équipe et tu faisais plus de code. C'est plus ou moins vrai maintenant. Voilà, c'est vraiment un autre style de vie, une autre façon de gérer sa journée, etc. Parce qu'il y a beaucoup de réunions, etc. Beaucoup d'interactions avec des gens et notamment toutes les personnes que Valentine a précisées. Et justement, si vous demandez si le métier de chef de projet technique peut vous intéresser, on vous recommande également d'écouter l'épisode du Joboscope consacré au métier de chef de projet dans lequel on avait rencontré Marc Jumel, dont c'est justement le profil, et qui vous en parle et qui le décrit très bien. Est-ce que vous voyez autre chose qui n'aurait pas été abordée et qu'il est important de dire sur votre métier dans cet épisode? Julie ? Je pense qu'on a fait un peu le tour des avantages, des inconvénients que ce métier peut avoir. Après, je pense que vraiment, c'est un métier qui est amené à beaucoup évoluer et surtout à vraiment grandir dans les prochaines années parce que, maintenant, on passe vraiment au tout numérique et tout devient indispensable en termes d'application, d'interface. Donc, je pense vraiment que c'est une bonne voie vers laquelle s'engager et c'est une voie surtout qui est, comme on l'a dit, assez vaste, que ça soit en termes de métier, de technologie. Et donc, je pense que vraiment chacun peut y trouver un peu la petite partie qui va lui correspondre totalement. Valentine ? Si je devais rajouter une chose, ce serait si les personnes qui nous écoutent, elles font pas encore du dev et elles se posent la question. Si ça vous passionne, si tout ce que vous avez vu, ça vous plaît, que vous aimez cette sensation de satisfaction, d'apprendre tout le temps, de découvrir tout le temps des nouvelles choses, allez-y et surtout accrochez-vous parce que la route est longue et qu'il faut beaucoup travailler pour se former et potentiellement faire une reconversion professionnelle. Donc, sachez que c'est normal de rencontrer des obstacles, des gens qui vous diront que vous ne pouvez pas le faire. Mais si c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, faites-le. Voilà. De la persévérance, c'est le mot, le maître mot depuis le début de cet épisode. Benjamin ? Eh bien, moi, je dirais également que c'est quelque chose de possible, déjà, d'y arriver. C'est effectivement dur, on va pas se mentir. Faut avoir des compétences, surtout en algorithmie. Si on est bon en algorithmie, on peut se débrouiller dans tous les langages, c'est important. Les conditions, les boucles, les fonctions, en fait, c'est super important et c'est assez basique, mais ça permet de s'engager là-dessus sur tous les langages. Donc c'est assez important. Et je parle en connaissance de cause de quelqu'un qui a fait une reconversion professionnelle, qui a mon âge, 30 ans, et qui était RH et qui est devenu maintenant, en tout cas il est en formation pour devenir développeur. Donc c'est vraiment possible. Et après c'est une question de passion, d'affinité. Mais on peut pas se fermer de porte parce que dans notre monde, il n'y a pas de porte. C'est fini ce temps-là, c'était nos parents un petit peu. Donc c'est possible. Faut persévérer, faut avoir envie de le faire, faut aimer ce qu'on fait parce que c'est important aussi. Justement, la reconversion, elle est possible et la preuve en est puisque Julie et Valentine sont développeuses, mais c'est aussi une reconversion professionnelle. Exactement, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Benjamin. Moi, alors j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc c'est vrai que je suis pas du tout trop éloignée de ce métier. Et effectivement, les bases que j'ai eues en école en algorithmie et des cours sur des langages que je pensais totalement inutiles, comme le Lisp, le C, le Python. C'est vrai que c'est des langages en fait qui vont après nous poser les bases pour pouvoir apprendre et se former beaucoup plus rapidement sur des nouveautés. Donc moi, c'est vrai que je me suis pas tout de suite tournée vers le développement vu que je suis diplômée en data science. Donc j'ai travaillé d'abord en data scientist, puis j'ai pu évoluer en product manager. Donc c'est vrai que comme quoi tous ces métiers se recoupent plus ou moins et à partir du moment où on a vraiment des bases en informatique, on peut finalement tout faire. Valentine, toi aussi, c'est une reconversion professionnelle ? Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé 2 ans en start-up à des postes plus de business, donc sales et marketing et un peu de product management à la fin. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené à vouloir mieux comprendre le monde du dev et de la tech. La seule nuance que j'ajouterais aujourd'hui, c'est bien se poser la question des technos qui vous intéressent, même si vous y comprenez pas grand-chose au début. Et je dirais ensuite, pour vraiment trouver un poste, c'est pas mal de s'entraîner. Vous en trouverez sur Internet des cas et d'accepter de faire pas mal d'entretiens pour le premier poste, notamment après une reconversion, puisque il faut convaincre
que on veut vraiment faire ça, qu'on a investi, qu'on va persévérer. Et c'est pas forcément évident après une reconversion, donc ne pas se décourager tout de suite. Voilà, c'est ça que je dirais. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre passion pour le développement front-end, à confronter donc avec l'épisode du Joboscope déjà paru sur le back-end. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode hors série du Joboscope consacré au développement front-end. Merci à Valentine Langer de l'IFON, Benjamin Morna de Webnet et Julie Berthaud d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à choisir entre front et back pour leur début dans le développement. Pour confronter le back au front, n'oubliez pas d'écouter l'épisode sur le back-end. Cela vous donnera un panorama complet de ces deux branches du développement informatique. Si ce podcast vous a donné envie de devenir développeuse ou développeur front-end, sachez que 2 formations diplômantes et de niveau reconnu par l'État sont faites pour apprendre ce métier sur openclassrooms.com, développeur web à Bac+2 et développeur front-end. Ces formations se font en ligne en respectivement 6 mois et 1 an ou alors en 1 ou 2 ans si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et vous faire une idée plus globale des différences entre les spécialités du développement informatique, vous pouvez écouter nos épisodes sur le métier de développeur web, Android et iOS. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.